Quand ça commence à... D'accord. Oui, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous retrouvons ceux qui étaient là donc depuis ce matin. Nous avons donc fait notre premier quart. Les nécessités techniques nous ont obligés à couper en 4, donc nous devons passer de salle en salle. Nous invitons à rester parmi nous. Donc, dans ce deuxième séminaire, nous aurons dans un premier temps sur toujours l'idée de quel est l'impact des technologies sur le droit, technologie droit face aux mutations. Nous commencerons avec Diana Kelsiu, qui va nous parler des projets de la Commission européenne en matière de numérique et de plateformes numériques. J'ai dit tout à l'heure que c'était un sujet particulièrement intéressant. Nous étions ravis d'avoir Diane avec nous. Donc, Diana Kelsiu est une avocate du cabinet Gilles Loiret-Noël, qui est donc un des grands acteurs français dans le monde du droit, dans le monde des avocats, un challenger de nos grands concurrents internationaux. Et donc, nous sommes contents que parmi nos confrères, nous ayons avec nous le cabinet Gide et Diana, qui est depuis 10 ans établie à Bruxelles, qui est donc dans le bureau de Bruxelles du cabinet Gide et qui suit de très près les évolutions législatives. Elle va donc nous parler des projets actuels de la Commission et ils sont extrêmement nombreux, extrêmement passionnants et elle nous dira à quel point ces textes qui sont en cours de discussion avec, semble-t-il, un énorme dynamisme et un énorme enthousiasme de cette nouvelle commission pour réguler les sujets qui vont changer nos vies quotidiennes et les pratiques du monde. Parlera après Diana, donc monsieur Theodore Christakis, qui est professeur de droit public, de droit international et de droit européen, actuellement enseignant à l'université de Grenoble-Alpes, qui est membre donc senior de l'Institut universitaire de France, qui a une liste très impressionnante d'ouvrages qui m'ont paru tous plus passionnants les uns que les autres sur tous les grands sujets qui agitent actuellement le droit international public. Un ouvrage sur l'ONU, où en est l'ONU, des ouvrages sur les traités antarctiques, sur de nombreux sujets tout à fait passionnants. Il est le directeur, il détient actuellement la chaire de la régulation donc de l'intelligence artificielle. Il est DPO externe, spécialiste de la conformité, en particulier, il le reprécisera peut-être, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un de ses domaines de prédilection, et comment allier l'intelligence artificielle, les problématiques que cela pose avec les nouvelles contraintes européennes du RGPD. Vous avez l'un et l'autre donc 30 minutes. Diana, si vous voulez rajouter peut-être un petit mot de présentation que j'aurais omis, nous vous écoutons, vous avez la parole. Merci André, bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci à vous organisateurs de nous avoir conviés pour discuter de sujets aussi brûlants. Alors quand j'avais accepté l'invitation, je me souviens que la commission avait promis de sortir les textes de régulation des services numériques et des plateformes numériques le 2 décembre. Donc, j'avais bon espoir qu'aujourd'hui, je pouvais les commenter en live avec vous. Mais il y a eu plusieurs petits problèmes de parcours pour la commission entre l'ambition affichée et pas mal de choses internes à régler. Et le suspense demeure puisque après une première prorogation annoncée au 9 décembre, le commissaire Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, et la vice-présidente de la commission, madame la commissaire Vestager, ont affiché un petit message amusant. D'ailleurs, vous pourrez aller le regarder sur Twitter avec un changement de date dans le calendrier de l'Avent et donc une communication officielle le 15 décembre prochain. Donc, je pense que faudra peut-être prévoir un deuxième colloque à ce sujet pour pouvoir vraiment vous exposer les choix finaux de la commission.
Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche de la commission et essayer un petit peu de présager ce qui pourrait être dans ces textes qui seront dévoilés le 15 décembre. Donc, je vais passer aux slides. Alors, hop. Donc, je vais passer sur la définition des plateformes numériques. Comme vous l'avez dit, André, c'est un sujet d'un grand dynamisme, le sujet de la réglementation des services numériques et des plateformes numériques. Je pense, à titre personnel, qu'après le RGPD, c'est un ou les deux grands textes dont la Commission veut vraiment faire une réglementation, non seulement réglementation du marché intérieur, mais une réglementation qui a pour but aussi d'être la première réglementation au niveau mondial des services numériques et des plateformes numériques. Qu'est-ce qu'on entend par plateforme numérique? Vous verrez, j'ai mis une définition à l'écran, mais c'est vrai que la difficulté, en fait, quand on aborde ce sujet, c'est qu'il y a une variété de plateformes. Il y a les réseaux de communication, les réseaux de médias sociaux, les réseaux de données, les places de marché, les plateformes cloud, des systèmes d'exploitation, avec des caractéristiques communes, mais aussi des différences. Donc, l'une des difficultés lorsque la Commission a réfléchi à l'idée de réglementer le secteur des plateformes, ça a été de voir à quel point on peut avoir une solution unique ou une solution différenciée entre les plateformes services de la société de l'information et les plateformes qui ont acquis un pouvoir structurel communément appelé les GAFAs. Et vous verrez qu'en fait, je le dirai plus tard, l'ambition de la Commission, ça sera sans le nommer, mais d'apporter une attention toute particulière aux plateformes systémiques qui sont considérées comme ayant un tel pouvoir de marché ou une telle influence et une telle prépondérance qu'elles méritent de se voir imposer des règles propres. Alors, peut-être donc un mot dans dans ce contexte sur qu'est-ce qui a poussé la Commission à réfléchir à la réglementation des services numériques et des plateformes. Tout d'abord, il faut savoir que depuis la directive e-commerce qui date déjà des années 2000, il n'y a pas eu de grande législation numérique issue de l'Union européenne. Et pourtant, les pratiques ont bien évolué, les formes technologiques ont bien évolué depuis les années 2000. Et notamment, c'est arrivé des grandes plateformes incontournables que sont les GAFA, et on s'est rendu compte qu'il y a des vrais enjeux juridiques et économiques qu'il est maintenant nécessaire d'appréhender au niveau du droit. Alors, quels sont ces grands enjeux? Il y a d'abord le pouvoir grandissant de quelques plateformes, les GAFAs, bien entendu, qui sont devenus vraiment des acteurs incontournables dans nos vies quotidiennes. Et la crise du Covid le démontre encore plus. On est de plus en plus dépendants, à la fois nous, en tant que consommateurs, utilisateurs, mais aussi et surtout les services, les utilisateurs professionnels qui ont besoin de ces interfaces pour pouvoir proposer leurs services. Alors, il y a plusieurs risques aussi qui ont été évoqués. C'est que ces plateformes collectent un nombre énorme de données, des données des consommateurs, mais aussi des données d'utilisateurs professionnels. Et par exemple, dans ce cadre-là, il pourrait y avoir un potentiel conflit d'intérêts à ce que la plateforme, qui est à la fois un arbitre, si j'ose dire, une place de marché d'intermédiation, ait accès aux données de ses concurrents, puisque
des fois, elle est en concurrence avec les utilisateurs dans le marché aval, c'est-à-dire par exemple Amazon, qui certes une place de marché, propose aussi des services retail aux consommateurs qui sont en concurrence avec les services des fournisseurs qui vendent leurs propres produits sur Amazon. Il y a eu aussi donc la réalisation que cette puissance est telle que la relation économique en fait pourrait être une relation économique déséquilibrée avec les usagers des plateformes, puisque les plateformes généralement dictent les conditions générales, dictent le contenu, dictent l'entrée sur la plateforme et la désactivation des comptes. Donc il y a un réel centralisation et une quasi-régulation opérée par ce type de plateforme. Quand je parle de ces plateformes spécifiques, ce sont bien entendu les plateformes type GAFAs qui ont une place prépondérante et pas tout type de plateforme. Donc ça, c'est un peu les grands enjeux. Et pour en venir et faire la transition sur les propositions de réglementation de la Commission, il y a eu en fait 3 constats qui expliquent la démarche européenne. Premier constat, donc, pour les services numériques, que la directive commerce électronique est devenue obsolète. Elle ne répond plus aux enjeux posés par l'essor des plateformes. Il faut savoir qu'à l'époque son adoption, l'idée était vraiment on était au tout début de l'Internet, de favoriser le développement et l'essor des services numériques. Et il y avait une certaine conception sur un des points principaux de ces directives e-commerce que les services numériques en question étaient des hébergeurs, entre guillemets, des simples hébergeurs, donc qui avaient plus un rôle technique, et donc on avait à l'époque introduit l'idée de l'exemption de responsabilité pour le contenu hébergé dès lors que l'hébergeur n'avait pas connaissance en fait du contenu hébergé qui pouvait être un contenu illégal. Mais à l'heure où nous parlons et nous avons face à nous des grandes places de marché, comme on vient de le dire, les GAFAs, qui ont tout contrôle sur un certain nombre de données, ça devient plus difficile d'arguer que ce sont des simples hébergeurs techniques et qu'ils n'ont aucun moyen de lutter contre le contenu illégal, la contrefaçon, les propos haineux, etc. Et donc, ça, c'est une des réalisations sur la directive e-commerce, a été de dire il faut qu'on fasse évoluer le texte de façon à mieux appréhender les rôles des services numériques et des plateformes pour mieux éradiquer les contenus et mieux contrôler les contenus illégaux en ligne. Ça, c'était le constat premier sur la directive e-commerce. Ensuite, il y a eu un constat pour ce qui est des plateformes, de l'insuffisance de la réglementation actuelle. Vous vous souviendrez peut-être, mais en 2019 a été adopté le règlement Platform to Business, qui est un règlement de transparence qui oblige les plateformes et les moteurs de recherche à plus de transparence en ce qui concerne les conditions générales d'utilisation pour leurs utilisateurs professionnels, les méthodes en fait de changement de ces conditions générales, ensuite la pratique de la collecte des données et par exemple le ranking. Mais ce sont des obligations uniquement de transparence, donc il n'y a pas d'obligation substantielle. Et donc la Commission s'est rendue compte que
cette réglementation est pas assez aboutie pour un certain nombre de pratiques qui sont mises en place par ces plateformes de type GAFA qui ont un impact sur la concurrence et sur les règles d'équité avec les utilisateurs. Et enfin, un dernier constat, ça a été de dire et de se poser la question, est-ce que le droit de la concurrence actuel est lacunaire? Il faut savoir qu'un certain nombre de grandes affaires d'abus de position dominante ont été traitées par la Commission ces dernières années, Google, Amazon et d'autres. Mais ces enquêtes ont duré des années et la Commission se demande aujourd'hui s'il ne faut pas avoir un instrument qui lui permette d'intervenir plus rapidement dans le secteur digital et de mieux appréhender les pratiques et éventuellement d'apporter des remèdes pour équilibrer tous les enjeux de pratiques commerciales dans ce secteur. Alors, ces constats ont abouti à plusieurs projets de l'Union européenne et avant de vous parler de la possible direction dans laquelle vont aller ces projets, j'aimerais revenir un instant sur les analyses d'impact et les consultations publiques de la Commission européenne. La Commission européenne est venue avec 3 consultations publiques. Donc, il y avait 3 volets, en fait, au départ de ces propositions ambitieuses. Il y avait un volet de la refonte de la directive e-commerce, donc ça s'appelait le Digital Services Act Package à l'époque. Il y avait un deuxième volet qui était un volet d'un outil en fait réglementaire, donc une réglementation qui permettrait de avoir une liste de pratiques de faire et de ne pas faire en fait auxquelles les plateformes seraient soumises. Ça, c'était le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est un nouvel outil de concurrence qui permettrait d'être utilisé pour mieux intervenir et intervenir plus rapidement dans les marchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même si la Commission est partie de ces 3 projets et 3 consultations publiques, aujourd'hui, ce à quoi on s'oriente, c'est de garder en premier pylône le Digital Services Act, qui serait une refonte de la directive commerce électronique avec l'accent sur les obligations en matière de contenu et de régulation de contenu notamment des plateformes. Et puis, dans un deuxième texte qui aurait, lui, 2 pieds, on aurait à la fois ce projet de réglementation de règles de faire et de ne pas faire auxquelles seraient sujettes les plateformes et un outil de concurrence ex ante, c'est-à-dire un nouvel outil, ce nouvel outil qui permettrait aux autorités d'intervenir sur les marchés. Alors, sur le premier projet, donc au moment où la Commission a mis sur la table ses propositions, elle avait évoqué 3 scénarios pour le Digital Services Act, donc la refonte de la directive commerce électronique. Un était évoqué l'idée d'un instrument juridique limité qui réglementerait les obligations procédurales des plateformes en ligne et les hébergeurs de contenu. En fait, ça donnait l'impression que c'était un instrument qui visait à harmoniser au niveau européen, puisque la directive e-commerce, étant une directive, n'a pas harmonisé les règles en matière de notification de contenus illégaux et de retrait de contenus illégaux. Donc cette option, en fait, de la Commission visait à harmoniser, prévoir des procédures de notification et de retrait de contenus illégaux par les services numériques une fois que ceux-ci étaient notifiés de tels contenus. La deuxième option, c'était une intervention juridique plus complète en actualisant et en modernisant les règles s'appliquant au commerce électronique. Et puis, l'option 3, c'était création d'un système efficace de surveillance réglementaire et d'application et de coopération entre les États membres. Et alors, suite
à cette consultation publique qui a été tenue. Il y avait plus de 110 réponses qui avaient été reçues et le constat, en fait, dans ces réponses aux consultations publiques, c'était une réelle nécessité exprimée de la part des acteurs, des autorités et des consommateurs de réviser le cadre juridique de la directive commerce électronique, d'harmoniser, clarifier les règles pour assurer une meilleure protection des droits des utilisateurs Internet et lever les barrières empêchant le fonctionnement du marché numérique européen. Alors, donc on s'orienterait plus vers une réglementation complète plutôt que simplement procédurale. Pour ce qui est du deuxième projet qui va s'appeler le Digital Markets Act, donc à l'époque, la Commission avait évoqué aussi plusieurs scénarios sur l'outil qui vise à imposer des règles de faire et de ne pas faire aux plateformes. La première option, c'était d'améliorer le cadre et d'ajouter en fait au cadre existant et dérivé du règlement Platform to Business, qui est donc, comme je l'ai dit, un règlement qui contient des obligations de transparence. Mais cette option a été vite disqualifiée parce que effectivement le règlement actuel, je le qualifierais déjà de peu ambitieux. Et puis on a considéré que pour un certain nombre de plateformes, il faudrait aller plus loin et notamment avoir des vrais critères clairs de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est cette option 3, en fait, qui est l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire ex ante, dont le champ matériel serait plutôt, dans le champ personnel, pardon, serait plutôt les plateformes gatekeepers, qui seraient, dont les critères sont encore à définir, mais donc qui seraient des plateformes considérées comme des gardiennes, en fait. Alors, qu'est-ce que la Commission entend par d'avoir une liste de pratiques interdites, en fait? Ce serait des obligations à la fois positives et négatives, en fait, qui seraient édictées par cette réglementation, qui s'appliquerait donc aux plateformes gatekeepers, et dont la violation serait sanctionnée qu'une fois, en fait, le manquement constaté. Alors, ça, c'est pour ce qui est de cette consultation sur les règles qui seraient les obligations de faire et de ne pas faire. Sur cette consultation, il y a eu parmi les réponses une grande majorité qui ont exprimé leur souhait effectivement d'une réglementation et d'une option vraiment qui va la plus loin possible, c'est-à-dire avoir un cadre réglementaire propre aux gatekeepers, et en même temps une minorité qui regroupe aussi les principaux concernés, qui sont les GAFAs, qui pensent que les marchés digitaux doivent être mieux compris et que des nouvelles règles ne sont pas nécessaires, puisque les règles existantes permettent suffisamment de couvrir les problèmes de concurrence des plateformes numériques. Alors enfin, sur le troisième projet, c'est donc le projet de nouvel outil de concurrence. C'est, je dirais, l'épine dans le pied et celui sans doute qui explique le différé de l'adoption de la proposition de la Commission, car il n'est pas sans controverse. C'est ce nouvel outil de concurrence. Alors, la Commission à l'époque, quand elle a soumis à la consultation publique son étude d'impact, elle a proposé plusieurs options. L'option de intervenir, en fait, de pouvoir intervenir dans les marchés, dans n'importe quel secteur de l'économie,
et sans qu'il y ait une position dominante et sans qu'il n'y ait un abus, qu'elle puisse en fait intervenir, faire une investigation si elle considérait qu'il y avait des problèmes de marché structurel et imposer des remèdes. Ça, c'était donc une première option qui était à la fois... et il y avait deux versions de cette option qui étaient soit elle intervient préalable, qu'il y a un critère préalable de position dominante, mais pas nécessairement une obligation de constater un abus. Une autre option, c'était d'intervenir quand il n'y avait même pas de position dominante, donc avant la position dominante. Et enfin, les autres options, en fait, qu'elle avait exprimées à l'époque, étaient de limiter cet outil de concurrence au secteur numérique et de ne pas l'étendre à tous les secteurs. Alors, il s'avère que là, on est parti sur un cas de figure qui serait plutôt de le limiter au marché du numérique et de le limiter donc aussi plutôt aux grands acteurs du numérique. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si ce sera un outil qui sera dépendant sur le constat préalable d'une position dominante ou pas. Et on ne sait pas non plus si la notion d'abus sera ou non évoquée. Et c'est en soi qu'il y a pas mal de controverses, puisque on a l'impression que ce nouvel outil de concurrence, en fait, il n'a pas pour objectif la sanction d'un comportement ou l'autorisation d'une opération susceptible de modifier les données du marché, mais il s'agit de permettre une intervention de la Commission sans qu'il y ait en fait une violation d'une règle en amont. Donc en fait, ce serait sur base d'un dysfonctionnement du marché. Et ce flou en fait juridique est de nature à causer pas mal de controverses et de désaccords en disant mais le droit de la concurrence actuel il exige toujours la notion d'une faute, en fait d'un manquement à une règle établie, et notamment en matière d'abus de position dominante il faut un abus, mais ce nouvel outil permettrait aux autorités de s'affranchir de toute notion de culpabilité, de faute, et c'est en soi, et eu égard au principe de sécurité juridique également, qu'il y a encore beaucoup de débats sur ce sujet. Alors, j'en reviens maintenant, après vous avoir présenté les différentes options, aux voies que la Commission semble privilégier et au type, en fait, de réglementation substantielle ou de critères qu'on pourrait voir ressurgir dans ces propositions. Alors, comme je vous l'ai dit, la date prévue de publication est maintenant le 15 décembre, donc il faudra s'armer de patience jusque-là. La Commission a donc compressé les trois volets que je vous ai exposés en deux. Elle devra donc nous annoncer tout d'abord le Digital Services Act, qui serait un règlement, donc plus une directive. Qui dit règlement veut dire qu'il y a une harmonisation encore plus claire, puisque ce seront des règles directement applicables dans les États membres. Alors, ce qu'on peut penser de ce règlement sera qui va vraiment réformer la directive commerce électronique. Le champ personnel d'application me semble être les services numériques. Donc là, pas seulement les GAFAs, donc garder l'idée que ça s'applique à tous les fournisseurs de services numériques. Et il s'agira pour la Commission de créer en fait un environnement en ligne sûr et fiable, et donc on attend qu'elle mette des obligations à la charge des services numériques de contrôle de contenu. Alors ça va sans doute
couvrir le contenu illégal. Et puis, on attend aussi que la Commission mette en place en fait des mécanismes harmonisés de retrait et de notification et de retrait de contenus illégaux, ce qui n'existe pas actuellement. Ensuite aussi des obligations pour les services numériques de connaître les entreprises clientes. Et la grande question sera, est-ce que l'obligation actuelle l'interdiction d'avoir une obligation de monitoring général, est-ce qu'elle va survivre ou pas? Ça, c'est une des interrogations. Et sur le deuxième volet, le Digital Markets Act, on s'attend là à un champ d'application personnel limité aux gatekeepers. Encore faut-il savoir ce que couvrira la notion de gatekeepers. Là aussi, on attend la commission de pied ferme. Alors, il y a eu quelques petites essais de définition. Notamment, le commissaire Breton a parlé de ces plateformes qui sont incontournables pour les petits acteurs dans l'écosystème, ou bien d'une position dominante dans le marché en mesure d'éliminer la concurrence. D'autres ont parlé aussi d'orchestration de tout un écosystème de plateformes qui sont pas seulement présentes sur un marché, mais aussi sur d'autres marchés. Quant au contenu des obligations qui pèseraient sur ces plateformes, donc gatekeepers, on s'attend à la fois à des obligations ou des interdictions d'utiliser les données que ces plateformes recueillent de la part de leurs utilisateurs pour favoriser leur propre ou pour l'utiliser pour leurs propres activités commerciales qui sont en concurrence avec celles des utilisateurs sur leur plateforme. On s'attend aussi à des obligations de ne pas préinstaller des applications de la plateforme elle-même et notamment des obligations et des interdictions de ne pas faire de l'autopréférence, c'est-à-dire de ne pas, comme l'avait fait Google, de ne pas préférer dans le ranking son propre service sur celui des autres. Alors voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation. Bien entendu, il y a encore, comme vous l'avez compris, c'est dense et il y a encore beaucoup de choses que nous attendons et que nous ne savons pas sur l'étendue exacte de ce que la Commission proposera in fine dans sa réglementation. Un grand merci Diane pour cet exposé très complet, très intéressant et qui nous laisse présager de l'impact que vont avoir toutes ces nouvelles réglementations sur nos vies, nos pratiques, mais aussi les pratiques des acteurs du marché. Personnellement, j'ai été converti à l'Europe par le RGPD parce que je pense qu'aucun des États n'aurait pu tout seul prendre une telle législation et je suis assez ébouriffé, stupéfait par le dynamisme que montre la nouvelle commission, ces projets très ambitieux avec manifestement une volonté forte de changer les choses et de lutter contre cette position assez effrayante et chaque jour renforcée de ces grandes plateformes sur nos vies et nos activités professionnelles, celles de nos clients également. Je précise à tous les auditeurs, qui sont au nombre de 90, qu'ils peuvent dans le chat inscrire des questions qui pourront être prises. Peut-être une toute dernière question, une question qui me concerne. Il me semble qu'il a été question de déclarations qu'aurait fait le commissaire Breton sur une inversion de la logique, c'est-à-dire que au lieu que la Commission et les organismes de régulation interviennent
après coup, qu'il y ait une espèce de contrôle à l'entrée, c'est-à-dire que les plateformes devraient se signaler de nouvelles activités. Peut-être, est-ce que on peut dire un mot sur ce renversement d'une logique qui montrerait justement un changement assez fondamental des pratiques? Oui, vous avez raison, André. Effectivement, alors c'est pour ça qu'on parle de réglementation ex ante pour l'opposer à l'intervention ex post. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le seul outil dont on disposait, c'était l'outil de droit de la concurrence. Et ça voulait dire que une fois les pratiques ou les activités des plateformes s'étaient déroulées et sur plainte de leurs concurrents, la commission devait faire une enquête et se baser sur les règles juridiques actuelles du droit de la concurrence, voir s'il y a eu position dominante, s'il y a eu un abus qui a eu des effets sur la concurrence et le sanctionner a posteriori. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'intervenir avant, c'est-à-dire, alors, c'est deux axes. Un, les plateformes auraient déjà des obligations de faire et de ne pas faire, c'est-à-dire ne pourraient pas s'adonner à des pratiques et donc c'est en ça que c'est déjà réglementé. Donc elles ne peuvent pas notamment utiliser des données pour favoriser leur service et la commission les sanctionnerait en fait, ou le nouveau régulateur les sanctionnerait. On ne sait pas qui sera exactement le régulateur, s'il s'agira d'un régulateur au niveau européen ou si au niveau national ce sera les autorités de concurrence qui interviendront. Mais ce sera plus facile pour ces autorités-là d'intervenir puisque dans la loi, il est exactement écrit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et une fois que c'est établi, elles seront sanctionnées. D'un autre côté, il y a aussi l'idée que la commission pourrait, et c'est ça la grande novation, décider non de sanctionner, donc de mettre une amende, mais d'intervenir dans un secteur parce qu'elle considère que les plateformes ils font régner un climat qui n'est pas bon pour le marché. Et là, la commission pourrait, ou les autorités de régulation, émettre une injonction en fait à la plateforme pour changer son comportement. Donc sans même une sanction, mais une injonction en fait de changer le comportement et d'apporter des remèdes structurels pour le marché. Merci beaucoup. Vas-y, super, un grand merci Diana, vraiment exposé très intéressant et des perspectives fantastiques. Je précise que dans ses ambitions, l'AFDIT aimerait faire un colloque en 2021 sur ces nouvelles réglementations, puisque malgré leur importance, finalement, beaucoup de gens se passionnent pour le sujet, s'y intéressent, mais il n'y a pas eu vraiment de débat public et nous aimerions que l'AFDIT puisse, peut-être avec vos interventions respectives, avancer sur ce sujet fondamental. La parole va être maintenant donc au professeur donc Théodore Christakis. Je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, donc professeur de droit international, droit européen, professeur à Grenoble, titulaire de la chaire régulation, membre de l'Institut universitaire de France, membre du Conseil national du numérique, étant passé par toutes sortes d'institutions, New York University, l'OCDE, Sciences Po, Comité national de l'éthique, bref, un grand nombre de qualités qui nous interpelle et nous passionne par avance pour le sujet que vous allez traiter, donc qui s'intitule Régulation de l'intelligence artificielle. Si vous voulez rajouter un petit mot sur vos activités, vos présentations qui pourraient intéresser nos auditeurs, vous avez la parole, vous avez 30 minutes. Nous avons théoriquement une interruption à 11h45, mais nous avons un petit peu de marge, donc vous avez votre demi-heure à temps complet et nous vous écoutons avec un formidable intérêt. Super. Un très grand merci à l'AFDIT et tout particulièrement à Nicolas pour avoir organisé cette journée extrêmement intéressante et si bien parce qu'il a eu énormément de préparation en amont pour que tout fonctionne bien aujourd'hui. Et j'aimerais lui demander d'ailleurs dans quelques secondes de me faire un partage d'écran pour que je puisse partager mes slides avec vous. Juste deux petits mots avant de commencer sur
mon parcours, je travaille beaucoup sur des questions de cybersécurité, de protection de gouvernance des données. Je travaille énormément sur des questions de transferts internationaux de données. Je ne sais pas si vous avez vu certaines de mes publications récentes sur tout ce qui concerne surtout les conséquences de la décision Schrems 2, tous les débats sur ces questions, surtout au sein du Cross-Border Data Forum. Et aussi au sein de ces institutions nationales comme le CNUM, on a beaucoup travaillé par exemple sur la loi Avia et on avait précisément recommandé de faire tout cela plutôt sur le plan européen. Et le Digital Service Act, c'est un peu aussi la consacration de cela. Et je suis universitaire, je suis titulaire de cette chaire sur l'intelligence artificielle, la régulation de l'intelligence artificielle. Mais je suis souvent amené à faire des consultations pour de cabinets d'avocats sur ces questions et j'ai travaillé aussi, comme vous l'avez dit, comme DPO externe, surtout pour des entreprises qui essayent de se mettre en conformité avec l'RGPD, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si c'est possible, donc, de partager mon écran. Voilà, je vais vous mettre immédiatement mes slides. Si Nicolas peut juste me confirmer que ça va apparaître. Voilà, que ça a marché. Et dès que vous voyez mes slides, tu peux me les dire là pour que je puisse commencer ma présentation. Tu peux y aller, là, pas de problème. Super, merci beaucoup. Donc, je commence un peu par notre bébé qui, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis mon chrono d'agrégé pour respecter les 30 minutes, mais il y a énormément de choses à dire et je me positionne exactement comme Diane, c'est-à-dire, comme Diane, elle a parlé d'une régulation qui est en train, bon, pour elle, ça va être le 15 décembre, le jet qui seront annoncés. Pour nous, le calendrier de l'Avent n'a pas encore mis le premier texte sur la régulation de l'intelligence artificielle, mais vous savez tous qu'il y a une agenda très volontariste de l'Union européenne. Initialement, la nouvelle commission qui a été mise en place, elle a parlé d'une régulation en 100 jours. Autant réguler l'électricité en 100 jours, vous comprenez bien que c'est impossible de réguler l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a plusieurs secteurs, des questions très différentes qui se posent. Mais il y a eu certains développements très importants et on va avoir beaucoup de textes importants qui vont commencer à sortir en 2021. Et nous avons créé cette chaire donc, dans le cadre d'un de ces instituts pluridisciplinaires qui avait été lancé par le président de la République et un jury international, après un processus très compétitif, a choisi Grenoble parmi ces grands instituts pluridisciplinaires. Et à l'intérieur donc de cet institut, le MIAI, j'ai cette chaire de AI Regulation et j'aimerais juste visiter, espérant que vous pouvez voir, donc je suis sur le site de notre chaire. On a voulu faire vraiment quelque chose avec une visibilité internationale où toute personne qui s'intéresse aux questions de régulation de l'intelligence artificielle puisse venir sur notre site et trouver toutes les informations qui bougent. Je vous montre d'abord un peu nos axes de recherche. Il y a un axe général sur la gouvernance et la régulation. Et puis, il y a un certain nombre de sujets plus spécifiques sur lesquels on travaille, beaucoup sur la reconnaissance faciale, mais aussi toute une autre question, les données de santé, la régulation des voitures connectées, etc. Vous pouvez cliquer sur notre site, visiter tout cela et on publie donc des articles qui sont un peu des études plus substantielles sur différentes questions. Parmi nos dernières publications, nous avons deux analyses très récentes du livre blanc sur la sécurité intérieure qui fait toute une série de propositions en matière d'utilisation de l'IA sécuritaire et que nous avons présenté donc récemment dans deux posts, ou encore un texte de collègues, parce qu'on invite aussi des collègues des renom avec lesquels on travaille à présenter de blogs qui ont critiqué le Parlement européen parce qu'il a refusé une personnalité juridique pour l'IA, un sujet sur lequel je vais y revenir. Et aussi, au-delà des articles, nous avons aussi une rubrique de news où vous pouvez cliquer, vous pouvez trouver toute une série de choses extrêmement intéressantes et utiliser un système de tags que nous avons. Si vous voulez, par exemple, trouver de nouvelles sur les voitures connectées, la régulation, vous n'avez que cliquer sur les tags et vous pouvez trouver tous ces éléments. Donc, voilà très rapidement
pour la chaire et vous pouvez trouver donc toutes ces informations, plus d'informations sur notre site. Maintenant, en ce qui concerne ma présentation ici, mes slides, j'aimerais commencer un peu. Vous êtes tous des avocats, vous voulez des choses du droit ou de la soft law, et je vais y revenir. Je vais vous parler de tous ces projets de régulation, comme l'a fait Diane en matière sur les plateformes. Mais si on commençait un peu avec la géopolitique, parce que, comme vous l'avez dit, je suis aussi professeur de droit international et je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, à la gouvernance de l'IA et la gouvernance de la régulation de l'IA. Et juste ce slide pour vous montrer un peu vous situer le contexte, parce que je vais parler beaucoup de l'Union européenne, mais il n'y a pas que l'Union européenne. Toutes ces questions sont discutées sur le plan mondial. Et je commence donc mon slide à gauche. Si vous voyez ces publications du Financial Times récentes, nous sommes des avocats, mais on oublie très souvent qu'il y a énormément de ces fonds dans des organes de normalisation. Et le gouvernement eux-mêmes l'avait oublié, pas tous les gouvernements, pas la Chine en tout cas, et pas les entreprises chinoises qui ont investi les organes de normalisation, des standardisations, par exemple l'Union internationale des télécommunications, qui poussent leurs standards et qui passent par des standards pour promouvoir une série de technologies, faire accepter ces standards, par exemple en matière de reconnaissance faciale, qui vont ensuite pouvoir exporter beaucoup plus facilement dans des pays africains, en Asie ou ailleurs. Et les pays occidentaux ont commencé à comprendre cette importance des standards, mais aussi l'importance un peu de faire commun, un peu avec pour une like-minded approach, et la création, et ça c'est l'autre, j'espère que vous voyez mon curseur, la création du GPAI reflète aussi un peu cette démarche, et la France se situe à l'origine de cette création du Global Partnership on Artificial Intelligence, qui est donc hébergé à l'OCDE, qui réunit plusieurs pays de l'OCDE et qui travaille effectivement sur un certain nombre de questions pour essayer de promouvoir un certain nombre d'idées et de standards en matière de régulation de l'intelligence artificielle, en matière d'une approche éthique et centrée sur l'humain, et contrebalancer aussi un peu cette approche comme l'approche chinoise, qui est une approche très fondée sur une surveillance de tout, une surveillance d'État. Et donc, il faut voir un peu ces développements. Un autre développement qui est tout récent, ce document qui a été publié avant-hier par la Commission européenne, qui dit qu'il est extrêmement important de relancer maintenant avec la nouvelle administration américaine le dialogue transatlantique sur toute une série de questions, y compris les transferts internationaux de données, mais y compris, on trouve, regardez cet extrait, l'Union européenne va proposer aux États-Unis un accord transatlantique sur l'intelligence artificielle. Et il faut voir comment l'Union européenne et les États-Unis vont réussir à dépasser leurs différences. Il y en a pas mal. Déjà, en Europe, on ne réussit pas à se mettre d'accord sur ce que doit être la régulation de l'intelligence artificielle pour, en effet, permettre d'aboutir à quelque chose d'utile. Je passe immédiatement au cadre européen et je vais me focaliser, je vais utiliser comme axe pour ma présentation ce document très important qui a été publié en février, faute des régulations, encore des régulations. L'Union européenne n'a pas pu réguler en 100 jours, mais il a pu quand même en 100 jours sortir ce document très important, ce livre blanc sur l'intelligence artificielle et les projets de régulation. Et ensuite, il a lancé une grande consultation qui s'est terminée au mois de juin. Et c'est impressionnant de voir combien de parties prenantes ont déposé des contributions et ont répondu à cette grande consultation. On a eu, par exemple, 352 soumissions venant des différentes boîtes dans le monde. On a eu 152 venant des représentants académiques, 73 venant des publics, y compris, par exemple, des gouvernements comme le gouvernement allemand, 160 ONG, etc.,
qui ont répondu et qui ont exprimé donc leur vision à quoi doit ressembler cette régulation de l'intelligence artificielle à venir. Et j'aimerais un peu parcourir avec vous, vous montrer précisément, pendant les 20 minutes qui me restent, faire un panorama, quels sont les grands enjeux en matière de régulation de l'intelligence artificielle. Ce que l'on trouvait, par exemple, dans le white paper, c'est assez intéressant. On trouvait cette question, quelle est, à votre avis, la plus grande préoccupation en matière d'intelligence artificielle pour la prendre en compte pendant la régulation? Et on avait ces questions. L'IA peut compromettre la sécurité, l'IA peut atteindre aux droits fondamentaux, l'utilisation de l'IA peut entraîner des résultats discriminatoires. J'aurais voulu, si j'avais le temps, comme je l'ai fait avec mes étudiants, lancer ici un sondage comme le permet cette très belle plateforme qu'on utilise, le Redikio, mais on n'a pas le temps. Donc, je vais vous donner immédiatement les réponses. Tous ces 1300 donc, organismes et personnes qui ont répondu, voilà les réponses. La plus grande préoccupation très importante, c'est que l'IA peut compromettre donc les droits de l'homme, peut porter atteinte aux fondamentaux, mais aussi peut, ce qui est lié à aboutir à des discriminations. Ce qui est normal, et quelqu'un pourrait dire quels droits fondamentaux? Évidemment, le droit à la protection de la vie privée, il suffit de penser à la reconnaissance faciale et tout ce que font les Chinois, mais aussi toute une série d'autres droits fondamentaux, la liberté d'expression, par exemple. Et j'ai rejoint un peu ce qu'a dit Diane tout à l'heure, tout ce que ces appels d'utiliser des outils d'IA pour faire le filtering machines, pour contrôler les contenus, modérer les contenus en ligne. On peut avoir d'autres atteintes, par exemple, au principe de non-discrimination, avec des décisions qui vont biaiser. On peut aller jusqu'à affecter carrément le processus électoral dans un pays. Vous savez très bien de quoi je parle, et toute cette histoire de Cambridge Analytica, de deepfakes, etc. Et donc, la grande question que la Commission a posée a été la suivante. Là aussi, j'aurais bien voulu le faire dans le cadre d'un sondage, comme je l'ai fait avec mes étudiants, mais je vous présente immédiatement les résultats. La Commission a demandé, est-ce que vous pensez que la législation actuelle, donc pour répondre à toutes ces préoccupations que nous avons vues dans les slides précédents, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous pensez en vert, tout d'abord, regardez le vert, que la législation actuelle, tous ces textes, on a plein de textes qui s'appliquent en matière d'IA, y compris évidemment le RGPD, c'est suffisant. Il n'y a que 3% de tous ces répondants, y compris toutes les boîtes, qui n'auraient pas grand intérêt finalement à ce qu'on adopte beaucoup de nouvelles règles. Il n'y a que 3% qui ont répondu que c'est suffisant ce que nous avons. 33%, ils ont dit que la législation actuelle présente des lacunes, et 42% a dit que, en effet, nous avons besoin d'une nouvelle régulation. Et ceci nous pousse donc à nous demander, OK, très bien, ça ne suffit pas la législation actuelle, que faut-il faire? Nous avons soumis une réponse comme l'a fait aussi le Comité national pilote sur l'éthique de l'intelligence artificielle le CNPN, et nous avons soutenu l'idée qu'il y a un nombre de progrès à faire qui sont incontestables, en commençant par, certes, nous avons des règles, mais nous avons une très grande fragmentation, c'est ce qu'on constate au sein des marchés, dans l'interprétation de ces règles. Vous le savez très bien tous, nous avons ce problème avec les RGPD de façon plus générale, et ça a été encore souligné lors du dernier assessment par la Commission, que nous avons une très grande fragmentation dans l'interprétation du RGPD dans les différents pays européens. Et ce que l'on constate, nous, en cherchant, c'est que dans des domaines extrêmement importants, prenons la reconnaissance faciale, par exemple, la position n'est pas la même. Si vous regardez, par exemple, la position de la CNIL et la position d'autres Data Protection Authorities en Europe, on voit des divergences. On voit qu'on est en train de déployer la reconnaissance faciale dans les aéroports, par exemple. Est-ce qu'on a les mêmes règles? Ce qui pose aussi des questions extrêmement précises, parce que ça pourrait, vous comprenez bien que si, par exemple, je ne sais pas, les aéroports français se trouvent dans une situation où le cadre régulatoire du RGPD est
de façon beaucoup plus stricte qu'au Portugal. Premier problème possible de la journée. Voilà. J'ai été coupé, Nicolas. Ah, voilà, Théodore, J'ai été nous t'avons coupé. perdu. Tu as été coupé, il faut que tu rallumes ta caméra. Ma caméra, elle est allumée. C'est bon. Alors, te C'est revoilà. depuis quand que j'ai été coupé, juste pour savoir? 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Donc, je vais juste reprendre un tout petit peu. Vous avez attendu sur la fragmentation du RGPD? Oui, c'était à peu près à ce moment-là que ça a été coupé. D'accord. Tu peux m'autoriser le partage d'écran, s'il te plaît? Et je Vas-y. recommence. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été coupé. Les inconvénients du direct. Voilà. Et partage, est-ce que vous pouvez me dire que vous voyez mon slide? Voilà, tout est bon, tout est revenu. On Voilà. repart. Je ne vais pas reprendre tout pour ne pas m'avoir alerté. Je ne vais pas reprendre tout pour ne pas dépasser trop le temps. Malheureusement, je jouais de malchance. Juste, je disais quand même que nous avons à la fois d'une interprétation uniforme des règles. Je dis les entreprises françaises, par exemple, pourraient être défavorisées si le même règle, par exemple du RGPD ou dans d'autres domaines, sont interprétées plus strictes en France qu'ailleurs. Je disais qu'on avait besoin d'un peu de guidance sur l'application parce que toutes les règles que nous avons déjà sont applicables pour toutes les technologies, quelle que soit la technologie, et il faut vraiment voir comment les appliquer dans des secteurs très précis. Et nous avons aussi toute une série de lacunes dans d'autres domaines. Donc, je vois que vous me voyez toujours et je retourne à mon slide. Et donc, si on fait de nouvelles règles, donc on a besoin de nouvelles règles, mais alors pourquoi? Et là, je vais entrer un peu dans le vif du sujet, dans le temps qui me reste. Une première très grande question qui a été donc posée par la Commission, c'est est-ce qu'on doit limiter ces nouvelles règles aux applications qui sont à risque important? Donc, ça, c'était une grande question et qui pose immédiatement aussi la question de savoir qu'est-ce que ça signifie high risk AI applications. Et en effet, c'est assez intéressant que la Commission, dans ce domaine, est entrée dans une logique de risk-based approach, une approche qui est fondée sur les risques, que l'on trouve dans les RGPD d'ailleurs, et ça pourrait avoir un sens. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'adopter des règles sur tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez entendu, nous avons beaucoup de règles qui s'appliquent déjà et le RGPD s'applique déjà. Nous avons peut-être besoin de se concentrer à certaines applications qui présentent les risques les plus importants en matière de droits de l'homme ou sur les risques de discrimination, etc. Dans le RGPD, nous avons des indications qui sont importantes. Si vous regardez par exemple les considérants 75, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre d'entrer dans cette logique d'analyse des risques. Les considérants 75 qui dit que des risques pour les droits et libertés des personnes physiques dont le degré de probabilité et de gravité varie peuvent résulter du traitement de données et nous donne toute une série d'indications pour voir quels sont ces risques importants. Et de la même manière, nous avons l'article 22 du RGPD, comme vous le savez, qui nous pose une série de conditions pour tout ce qui est une décision individuelle automatisée et qui pourrait aussi nous servir de guide en liaison, bien sûr, avec tout ce qui est l'article 35 sur les analyses de PIA et aussi d'autres articles du RGPD plus spécifiques. J'ouvre tout mon slide d'ailleurs, y compris la question donc de la reconnaissance faciale et l'utilisation de la biométrie. Ça, c'est une question extrêmement importante.
juste, ça c'est un peu un exemple, si vous voulez, la régulation de l'intelligence artificielle. Et on travaille énormément sur la question dans le cadre de la chaire. Parce que si vous regardez à la fois les RGPD et la directive police-justice qui a été adoptée en même temps et qui concerne l'utilisation donc plutôt régalienne de la reconnaissance faciale, on voit que tous ces deux textes prohibent en principe le traitement biométrique, donc prohibent en principe l'utilisation de la reconnaissance faciale, sauf si on le fait sur une base exceptionnelle, ce qui nécessite bien sûr toute une série de conditions, que ce soit une base légale qui doit être claire. Quelle base légale? Ça pourrait être parfois les consentements dans le cas d'une utilisation commerciale, mais s'il s'agit de passer outre le consentement, comme le proposent les livres blancs, et vous pouvez voir notre commentaire publié il y a 3 jours sur cela, le livre blanc dit qu'il faut faire une série d'expérimentations donc pour permettre de reconnaissance faciale. On a un peu aussi en tête la protection des grands événements comme les JO de Paris ou la Coupe du monde du rugby, etc. Et elle propose donc toute une série d'expérimentations en disant que, voilà, dans un premier temps, on peut s'appuyer sur le consentement un peu comme on l'a fait à Nice, mais il faut ensuite aller au-delà et ne pas passer par le consentement. Et là, nous avons besoin évidemment d'une base légale. Quelle base? Ce n'est pas nécessairement comme on le fait, le RGPD quand il parle d'une base légale, ce n'est pas forcément une loi adoptée par le Parlement, ça pourrait être un décret, par exemple, surtout pour une expérimentation. Je dirais, en tant que professeur spécialisé en matière de protection des données de la vie privée, qu'on aurait vraiment, si vraiment l'État décide de mettre en place quelque chose de plus permanent dans ce domaine, qu'on aurait besoin quand même d'une véritable loi pour ce faire avec tous les débats démocratiques derrière. Il y a énormément de positions, à la fois en Europe, mais aussi en France, et beaucoup de personnes, des ONG, des mouvements politiques qui proposent carrément de bannir ou un moratorium au moins dans l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics. Et vous êtes tous au courant aussi à la fois de la décision du d'État du 29 octobre 2019, mais aussi des différentes positions de la CNIL, la décision du Conseil d'État qui concernait donc l'utilisation de l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans les lycées de la région PACA, et aussi les différentes positions de la CNIL, y compris récemment encore les recommandations sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports. Et donc, je continue avec 2 points dans le 9 minutes qui me restent, mais qui pourraient être particulièrement intéressants. Premièrement, la Commission a demandé est-ce qu'il faut mettre en place un système de conformité, il faut que l'entreprise qui lance une nouvelle application le fasse elle-même. On sait très bien pourtant que ça, c'est un peu la logique du RGPD. Toute la logique du RGPD et de PILA, c'est que ce sont en principe les différentes entreprises ou les différents data processors qui évaluent les risques et sous le contrôle évidemment de DPA, etc. Ça, c'est la logique. On voit qu'en matière d'IA, la majorité considère que ceci pourrait ne pas suffire et qu'il faut donc à la fois une évaluation ex ante et une évaluation ex post 54%. Donc, on pourrait donner éventuellement, c'est étant dit, un système d'évaluation ex ante par l'entreprise qui lance l'application elle-même et un contrôle a posteriori par un organisme, un DPA, etc. Et en effet, 25% disent par contre qu'il faut vraiment mettre en place une sorte d'autorisation donnée avant de lancer une nouvelle application en matière d'IA, surtout une application à haut risque. Et ça a été très critiqué, c'est là, non seulement par l'industrie,
par un certain nombre de personnes qui ont dit que ça va devenir finalement, si on met en place un tel système, l'Europe va couler parce qu'on va devenir extrêmement bureaucratique. Si chaque fois avant de lancer une application IA, il faut obtenir le feu vert d'un régulateur, que là, c'est la garantie que la Chine et les États-Unis vont définitivement nous laisser loin en matière d'IA en Europe. Et beaucoup de critiques donc pour la partie rouge de mon camembert. Donc, il existe plusieurs autres questions que j'évoque très rapidement, mais je pense que celles-ci sont particulièrement intéressantes pour vous, les avocats, et pour nous tous, les juristes. La grande question que la Commission a posée, c'est est-ce qu'on a besoin de réviser tout d'abord la fameuse directive que vous connaissez tous sur la responsabilité du fait des produits, de cette vieille directive qui a été adoptée dans un contexte entièrement différent, qui bien sûr est très utile. Cette directive qui ne s'applique pas, qui s'applique à toutes les technologies, y compris celles à venir, mais qui est peut-être qui est très vieille, a été rédigée en 85 et qui est incapable de saisir les difficultés qui résultent de la complexité, la connectivité, l'opacité, la vulnérabilité, l'autonomie des systèmes de l'IA. Et le sentiment général, 60%, vous voyez, c'est qu'on a besoin quand même de la réviser, cette directive, pour couvrir les risques de l'IA. C'est vrai que cette directive présente beaucoup de problèmes, je ne peux pas les analyser tous ici mais par exemple, elle repose sur le concept des produits et de ses défauts, perçus essentiellement comme un objet, alors que dans les systèmes d'IA, les produits et les services interagissent de façon permanente. Prenez le cas d'une voiture connectée, vous avez à la fois la voiture elle-même, mais vous avez tout le software derrière et toutes ces interactions, donc, entre le hardware et le software. Et la très grande question qui se pose est comment est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il faut ou non, et comment est-ce qu'on peut faire entrer le software dans le cadre de cette directive. La deuxième très grande question qui est abordée et qui va être le grand sujet aussi pendant l'année 2021, est-ce qu'il faut réviser les règles nationales en matière des responsabilités civiles pour l'intelligence artificielle? Et là, on constate en effet que nous avons une terrible fragmentation des règles nationales dans ce domaine et avec beaucoup de difficultés qui sont liées tant à la définition du dommage et des types de dommages indemnisés par les droits nationaux. Et donc, nous avons aussi, là aussi, un besoin d'adaptation. Vous voyez, 63% disent que c'est ce qu'il faut faire. Il faut adapter donc les règles nationales dans ce domaine en matière de responsabilité civile pour qu'on puisse faire entrer cette dimension de l'IA, parce que sinon, la victime va être, par exemple, très souvent incapable d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité qui pourrait vraiment s'avérer une probatio diabolica pour la victime dans le cadre d'un système algorithmique. D'ailleurs, comment est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'une seule personne va pouvoir demander cela? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces difficultés probatoires? Et on pourrait éventuellement répartir en fonction de la situation aussi la répartition de la responsabilité entre les producteurs, le fabricant, le développeur, l'opérateur, l'utilisateur, et prévoir différents types de responsabilités pour différents types de risques. Et derrière, finalement, l'idée qu'il faut assurer les principes d'équivalence fonctionnelle qui devraient garantir que les personnes qui ont subi un dommage du fait d'un système d'IA ne devraient pas être moins indemnisées que si le dommage avait été causé par un système analogue. En matière de voitures connectées, vous pouvez bien l'imaginer. Je vois, sans compter l'interruption, qu'il ne me reste que 2 minutes, et je termine. Un très grand chantier en matière de comment penser la responsabilité civile pour l'intelligence artificielle. Je vous dis juste, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec le hacking? Si une voiture est connectée et hackée, crée un accident ou une autre intelligence artificielle, qui doit couvrir ces risques? Et là, nous avons des divergences très fortes. Les règles existantes ne permettent pas, en effet, de répondre à ces questions. Et, par exemple, un rapport du Parlement européen publié le mois dernier a
considérer qu'il faut quand même que l'opérateur d'un système IA soit tenu responsable, même sans faute, un régime de responsabilité sans faute pour ce type donc, de problèmes de sécurité afin de pouvoir avoir une gestion adéquate de la personne. Et on fait donc plusieurs propositions à cet égard. Je termine, ça c'est vraiment mon slide de ma conclusion. Vous comprenez bien que tout cela crée des très grandes tensions au sein de l'Union européenne. On l'a vu juste il y a quelques jours, une série de pays, y compris la France, comme vous pouvez le voir dans mon slide. Cédrico a signé ce non-paper, ont envoyé une lettre à la Commission qui dit grosso modo, faites attention, n'entrez pas dans une logique de surrégulation de l'IA parce que ça va être au détriment de nos entreprises en Europe. Il faut certes faire des choses pour permettre de répondre aux nouveaux risques, mais il faut le faire de façon sage, pas de façon sauvage. Et la grande question qui se pose, donc, il y a beaucoup de propositions qui disent qu'il faut quand même faire de bac à sable régulatoire, par exemple, dans un certain nombre de domaines, pour permettre de tester. On peut utiliser des mesures. Il ne faut pas multiplier les autorités de contrôle parce que les gens et les compagnies vont être perdus, les entreprises. Et donc, une approche très prudente en matière de régulation qui contraste non seulement avec la position de certains autres pays. L'Allemagne, par exemple, semble avoir une approche plus volontariste, mais aussi avec la position des ONG. Vous voyez, c'est mon dernier mot, que certains ONG ont répondu en disant « Attention, ne donnez pas trop de poids à cette lettre parce que nous avons en matière d'intelligence artificielle, on a vraiment besoin de passer de l'éthique aux règles et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. » Merci beaucoup. Je m'arrête là et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Un très grand merci, Théodore, pour ce passionnant exposé. Nous sommes frappés par le nombre de sujets que vous maîtrisez. Je pense que le point de votre présentation sur le grief de l'approche, fait-on une approche à l'américaine, c'est-à-dire où on intervient contre les excès pour laisser avancer l'industrie, ou est-ce qu'on fait une approche plus européenne, type RGPD, avec le grief récurrent d'une surrégulation qui empêcherait les acteurs de travailler? Je crois que votre propos était au cœur de cette question, qui est une des grandes questions du moment. Je dirais que l'expérience RGPD dont tout le monde promettait que ce serait un cataclysme et qu'on allait pénaliser toutes les entreprises, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'était quand même une grande réussite puisque quelque part le RGPD européen est devenu un standard quasiment mondial. Est-ce qu'on va dans cette direction? Je pense que cette approche européenne est assez convaincante. J'ai noté les chiffres que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3% de gens qui considèrent que l'actuelle législation est suffisante, c'est-à-dire c'est très peu. 54% de gens qui pensent qu'il faudrait une combinaison entre la compliance ex ante et une régulation ex post. Je trouve que ces chiffres sont extrêmement intéressants. Merci beaucoup. Alors, nous avons sollicité quelques questions sur le chat. Est-ce que donc il n'y a pas tellement de questions encore sur la centaine de personnes qui sont en ligne. Je vais passer la parole à Nicolas qui va conclure cette matinée. Encore un grand merci pour le grand intérêt. On a peut-être encore quelques questions, quelques secondes, minutes pour les questions qui viendraient. Je donne la parole à Nicolas pour l'instant. Merci André. Donc vraiment merci beaucoup Théodore, Diana sur tout ce que tu viens de dire. Je crois qu'on a besoin de textes qui soient pas là pour avoir peur des technologies, mais on a besoin de textes qui soient là pour que les technologies se développent. Et donc, je crois que c'était l'objectif du RGPD, c'est un objectif qui a été atteint, même si on ne l'a pas suffisamment mis en avant sur le fait que c'est un texte pour qu'il y ait des traitements de données à caractère personnel, pas pour les interdire, pour qu'il y en ait, mais qu'il respecte les règles et qu'il respecte les principes. Et j'espère qu'en matière d'intelligence artificielle, on va aller dans la même direction, c'est-à-dire que le législateur est là pour fixer les règles et les principes, rappeler les principes européens, y compris aux autres pays du monde qui n'ont pas les mêmes que les nôtres, ce qui est respectable, mais
il faut aussi que ces autres pays respectent les principes de l'Union européenne, et nous avons la Charte des droits fondamentaux qui est là pour les rappeler, qui nous permet de nous y référer en permanence. Donc, pour l'intelligence artificielle, on a besoin, et le tout avec les outils qui sont les outils de la compliance, la accountability, c'est-à-dire qu'il est impossible, à mon avis, de fixer à l'avance des règles précises de ce qui doit être fait ou pas fait. C'est aux opérateurs de trouver les bonnes solutions et d'apporter leurs réponses, mais que ces réponses, encore une fois, s'inscrivent dans les règles et les principes qui sont ceux qui sont applicables sur le territoire de l'Union. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si Diana est encore là, elle n'a pas rallumé sa caméra. Si. Ah, merci. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions qui sont apparues entre-temps? Je vous laisse regarder, Diana, Théodore, s'il y a des choses dans le chat auxquelles vous voulez répondre. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Que pensez-vous d'un probable contrôle ex-ante des plateformes par l'ARCEP en application du Digital Service Act? Peut-être, Diana, pouvez-vous répondre à cette question? Alors, merci pour la question. J'avoue que je ne connais pas suffisamment l'ARCEP, étant à Bruxelles effectivement depuis 10 ans pour être le meilleur juge de la qualité de ces décisions. J'ai juste un petit point on fait souvent effectivement le parallèle. Est-ce que la réglementation des plateformes devrait suivre la réglementation des télécoms? Et j'ai tendance à dire quand même, attention, c'est pas vraiment le même secteur. Et n'oublions pas que les télécoms, c'était quand même des réseaux, des anciens monopoles. C'est pas tout à fait la même chose pour les plateformes digitales. Donc, à voir. Et j'en profite pour peut-être juste rebondir sur une autre question, je pense, qui est destinée à Théodore, que je ne, à laquelle je ne répondrai pas sur le fond, mais je vois qu'il y a pas mal d'engouement et de questionnements sur est-ce qu'il faut réguler, surréguler la commission, est-ce que c'est les bonnes personnes. N'oublions pas que, à la fois pour les projets de plateforme et sans doute pour l'intelligence artificielle, une fois que la proposition de la commission est sur la table, il y a encore tout le processus législatif qui se déroulera au Parlement et au Conseil. Donc, dans ce cadre-là, acteurs du secteur, n'hésitez pas à offrir vos bonnes idées, et il y a encore la possibilité de faire des amendements à ces propositions législatives, et il ne faut pas hésiter de porter les voix à ce moment-là. Est-ce que, Théodore, il y a une question à laquelle tu souhaites répondre? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Diane, que ça va prendre beaucoup de temps, tous ces textes. Donc, évidemment, et c'est important aussi pour les acteurs français d'être présents, pas seulement juste le GAFAM, les acteurs américains. Et il y a aussi une certaine vision française sur ces questions. Nous avons de plus en plus de startups en matière d'intelligence artificielle, de grandes entreprises qui travaillent sur ces questions. Et c'est très important d'être présent à Bruxelles et d'être présent dans ce débat. Parfait. Ben, donc, je vous remercie une dernière fois. Nous allons donc terminer cette séance, la deuxième de la matinée. Nous vous retrouvons cet après-midi, donc un troisième webinaire qui est intitulé première partie de l'après-midi. Donc, je sais qu'il y en a qui ne l'avaient pas fait tout à l'heure ou pas tout de suite, donc il faut que vous retourniez dans une autre, ça s'appelle une salle, pour vous connecter. Nous allons accueillir cet après-midi Élise Dufour, Vincent Vigneault et Olivier Guillot. On va inverser, ce sera d'abord Olivier Guillot et ensuite Vincent Vigneault, pour des raisons que je vous expliquerai cet après-midi. Il me reste à vous souhaiter bon appétit et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette conférence à Habilité Sud-Est. À tout à l'heure. Au revoir Diana, au revoir Théodore. Au revoir.